Donc, je vous présente en deux mots, la raison de cette conférence ce soir, ou plutôt le contexte de cette conférence. Donc, moi, je suis Sandrine Gacon, je suis chercheuse au CNRS et je dirige une structure de recherche qui s'appelle la Zone Atelier Environnementale Urbaine. Vous avez fait une belle présentation, donc je suis tellement embêtée avec ça que je ne veux pas changer de présentation. C'est pas très grave. Et dans le cadre de cette structure de recherche, on mène une action de sciences participatives qui s'appelle Sol en ville et qui vise à mieux connaître ou connaître tout simplement la biodiversité des sols. La biodiversité des sols en l'espèce, qu'on appelle la macrofaune des sols, donc les bêtes qu'on voit avec les yeux, avec l'œil nu, en gros. Donc, comme c'est des sciences participatives, je vous ai mis des tracts ici qui expliquent un petit peu la démarche. Et dans le cadre de cette démarche, non seulement on essaye de faire participer les citoyens à la connaissance de ces sols, donc il y a toute une démarche que vous trouverez là-dessus. On avait envie aussi de mieux faire connaître un peu tout ce qui a trait à la vie des sols en ville, parce qu'en fait c'est un programme de sols en ville, comme son nom le dit. Et donc, il y a toute une série de conférences de différents ordres. Les premières, les plus évidentes, c'est des conférences de type naturaliste. Qu'est-ce que c'est qu'un sol? Qu'est-ce qui vit dans un sol? Comment il se forme le sol? Qu'est-ce que c'est que la classification? Des choses comme ça. Donc, j'avais le programme, si j'arrive à la fin à repasser, vous pourrez avoir l'ensemble des conférences qui ont lieu depuis mars 2021, à raison de 1 ou 2 par mois. Et donc, dans le cadre de ces conférences, j'ai demandé à Henri Callot de nous présenter les petits insectes, les arthropodes, qui vivent à la surface des sols. Alors, ce n'est pas tout le bagage que connaît Henri Callot, bien entendu, vous avez l'air de bien le connaître, mais c'est une partie, on s'entend, hein, c'est bien ce qui se passe à nos pieds, comme l'indique le titre de la conférence. Juste avant qu'il commence, on a mis sur cette table, et vous pourrez regarder en sortant, un peu des publications que nous faisons dans le cadre de la zone atelier environnementale qui visent à transférer les connaissances scientifiques construites avec les acteurs du territoire dans des formes lisibles, un peu par tout un chacun et pas forcément à travers des articles incompréhensible pour une partie du commun des mortels. Et donc, c'est sous la forme de ces petits 4 pages et on vous en a mis un petit extrait ici. Voilà, donc je vais laisser maintenant la parole à Henri. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous allez comme ça. Et moi-même vais m'instruire avec vous et avec plaisir. Bien. Donc, merci Sandrine. Pour le pointeur, la pile arrive. Non, c'est bon. De toute façon, c'est assez sobre, donc il n'y aura pas besoin de beaucoup de. Je pense que même avec le doigt, ça devrait marcher. Parce que vous allez voir là, ce que vous allez écouter là, allez voir, heureusement, c'est, disons, une vue personnelle du sujet. Et en plus, faite sur moins de 3 semaines, parce que d'habitude, je mets 1 an pour accoucher d'une conférence. Et là, elle a piégé, et il a fallu qu'au bout de 3 semaines, je produise quelque chose. Donc, ah oui, c'est ça. Donc, au départ, on va passer sur quelques généralités, quelques définitions. On va parler de litière, on va parler de sol. On ne va pas parler de sol spécifiquement urbain, mais on les touchera forcément. Et puis, on va parler ensuite des bestioles qui sont dedans, puisqu'après tout, on est là pour ça. Alors, comment est-ce qu'on peut voir ces histoires de sol? De 2 manières. Alors, j'ai simplifié la chose à l'extrême. On peut voir l'histoire verticalement et on peut voir l'histoire horizontalement. Alors, verticalement, je pense qu'on peut définir les diverses strates par des grands arbres. Ça, c'est pris en forêt d'Erstein, on reconnaît ce genre de forêt. Et descendre du haut en bas, on a des grands arbres, des arbres de taille moyenne, on a une végétation herbacée, et puis ce qu'on ne voit pas, c'est finalement ce qui va nous concerner aujourd'hui,
c'est au sol la litière, s'il y en a, qui est cachée par la végétation herbacée, et en dessous le sol, dont on peut admettre que c'est quand on passe d'une matière essentiellement organique à une matière essentiellement minérale. Donc, une chose dont il faut toujours se souvenir, c'est qu'au départ, la quasi-totalité de l'énergie qui va nourrir ces petites bêtes, c'est au départ la photosynthèse. Donc la photosynthèse, c'est tout ce qui est au-dessus du sol. En dessous, par définition, on est dans le noir. Et ça crée la matière organique qui va servir à nourrir tout ce petit monde. Nourriture primaire, nourriture des prédateurs, etc., etc. Même au fond des grottes, il y a de la matière organique qui arrive. Il en arrive peu, mais il n'y a pas non plus beaucoup de bestioles pour la manger. Ça percole toujours d'une manière ou d'une autre. Donc, autre chose qui va être importante, et ça dépend verticalement de la présence ou non d'arbres, c'est que ce qui est au sol va être illuminé par le soleil ou pas, et donc on va avoir des différences dues à la dessiccation, en particulier le long des lisières, dans les clairières, à plus forte raison en ville ou dans des champs labourés, par exemple. Il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier, un certain nombre d'interactions entre cette végétation et puis les sols, donc le phénomène des mycorhizes, puisque le grand nombre d'arbres sont associés à des champignons, l'assimilation d'azote qui va modifier le sol, sa composition chimique, en particulier les légumineuses, vont avoir un effet important. L'acidification, on sait que sous une forêt de pin, par exemple, les sols sont beaucoup plus acides que sous une forêt de feuillus, où le sol est en général plutôt neutre. Percolation de la matière organique, je l'ai évoqué, ça percole jusque dans les cavernes. Et puis, il y aura des problèmes de définition, parce que comment est-ce qu'on peut juger en termes d'arbres, de litière, de sol, une souche qui est là, en train de se décomposer, avec des racines qui sont dans le sol, donc entourées de matières minérales qui elles-mêmes sont organiques, en voie de décomposition. Là, il y a des problèmes de définition. Ça veut dire qu'au coup par coup, les gens auront éventuellement, s'ils s'intéressent par exemple à la faune des racines en décomposition dans le sol, même assez profondément, il va falloir soigner un petit peu les définitions, bien entendu. Alors, vision verticale, quelques aspects de la vision verticale qui m'ont amusé. Comment est-ce qu'on peut parler de sol quand on a un gros tronc d'épicéa pourri couvert de petits épicéas? Où est le sol? Est-ce que le gros tronc pourri, c'est de la litière? Est-ce que c'est du sol? Qu'est-ce que c'est? En voilà un autre sur une souche. Ça, c'est une manière très classique pour les épicéas de démarrer dans les Vosges. Je me rappelle un botaniste qui avait osé dire devant 3 ou 4 autres personnes que l'épicéa ne se recevait pas spontanément dans les Vosges. Ça reste un bon souvenir, surtout d'une certaine rigolade. Donc là, c'est couvert de petits épicéas. Et puis quand la souche, elle, a fini de se décomposer, ce qui arrive tôt ou tard, voilà le résultat, c'est-à-dire des arbres à échasse. Et il y en a beaucoup dans le massif du Champ du Feu, dans les pessières. On voit souvent ces épicéas qui ont démarré sur une souche. Alors là, de nouveau, le sol, ça pose des problèmes de définition. Là, c'est du sol. Et puis là, c'est du sol, ou c'est pas encore du sol. J'en sais rien. Autre cas de figure, on a 2 exemples. Alors ça, c'est pris rue Prechner, c'est une gouttière qui fuit. Et donc, on a des épilites, c'est-à-dire des fougères qui poussent, ou des plantes qui poussent sur des rochers sans sol. Et ça, c'est l'Institut de parasitologie derrière l'hôpital, où sur une assez grande surface de mur, on a des fougères qui poussent un peu partout. Alors là, ils utilisent probablement un mortier d'assez mauvaise qualité qui permet aux racines de se trouver de la matière utilisable. J'ai encore regardé pendant un moment. Litière ou pas litière? Alors là aussi, voilà un exemple de forêt à litière, tout à fait typée. Il y en a d'autres. C'est une hêtraie d'altitude, il fait froid, il n'y a pas beaucoup de bactéries ou microbes en tout genre pour décomposer les feuilles de hêtre qui tombent. On est dans une forêt qui est très stable, avec des litières épaisses, et on verra une faune intéressante. Là, autre exemple, mais très très différent, c'est une pinède en forêt de Haguenau, où on a des litières qui sont épaisses. Elles sont épaisses parce que les sols sont très acides, c'est pas qu'il fait froid, mais les sols sont très acides parce que sous les pins, on a des sols très acides, et en plus, on a beaucoup de branchettes, beaucoup d'aiguilles qui sont un matériel qui se décompose très lentement,
Et là, on peut avoir des litières qui font 15 ou 20 cm par endroit, comme on peut l'avoir ici. Mais c'est des conditions qui n'ont absolument rien à voir, aussi bien altitude, température, pH, arbres, etc. Donc les litières, c'est déjà très varié. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces litières, puisqu'on va faire en descendant? Je pense que vous arrivez à suivre. Alors, donc, ce que je disais à l'instant, on a des litières de nature extrêmement différente, des litières acides, en particulier sous les pins, par exemple, et les conifères en général. Sous les feuillus, des litières neutres ou légèrement acides. La structure, la vitesse de dégradation, la fonge, donc les champignons et la faune vont être extrêmement dépendants de la nature de ces litières. Donc, de haut en bas, qu'est-ce qu'on va trouver, suivant la flèche? Des feuilles de l'année intactes, qui sont là, qui sont sèches, qui ne sont pas en train de se décomposer, qui le sont. Disons que la matière elle-même s'est décomposée, c'est plus vert, la chlorophylle s'est dégradée, etc. Mais la forme de la feuille est telle qu'elle est pratiquement identique à la feuille d'origine. Ensuite, on a une dégradation progressive. Donc, un certain nombre de bestioles, des micro-organismes vont décomposer ces feuilles, mais c'est également vrai pour des arctariens. Un certain nombre de larves de coléoptères se nourrissent de feuilles en décomposition, y compris des très jolis chrysomélidés métalliques. Et puis, on a des résidus à décomposition lente dans des forêts où il y a beaucoup de merisiers, c'est plein de noyaux, donc les faines de hêtre, des branchettes en tout genre, etc. Donc c'est un matériel assez hétéroclite, mais en train d'évoluer plus ou moins rapidement. Ensuite, on commence à avoir des fragments qui sont plus reconnaissables, et puis il y a un moment où on ne reconnaît plus rien du tout, mais on commence, par le travail éventuellement des racines, des vers, de tout un tas de bestioles, on commence à avoir un mélange, et on commence à avoir une fraction minérale qui est de plus en plus importante. Et puis, encore de nouveau des problèmes, et ça c'est important de simplement se souvenir, ces définitions bien précises, bon, c'est bien joli, mais ça couvre une situation beaucoup plus complexe. Si on a un couvert de mousse, est-ce que la mousse c'est de la litière? Est-ce que la litière et la mousse, ça se mélange? Est-ce que, etc. La limite plante, litière, sol peut être extrêmement confuse. Et on va avoir, là aussi, dans chaque cas, un cortège d'espèces, que ce soit végétal, micro-organismes ou animaux en tout genre et de toute taille, qui sera très différent selon le couvert végétal, selon les arbres. Alors, ça, on part de l'idée là qu'il y a une litière. Seulement, il y a beaucoup de forêts où il n'y a pas de litière. L'absence de litière, ben, c'est toutes les forêts rhénanes, c'est une bonne partie des forêts plaines. Voilà un exemple. On arrive en forêt d'Oslo, c'est donc une forêt de feuillus du bassin d'Ille tout à fait classique. On prend sa botte, on fait comme ça, on pousse les feuilles qui sont en fait des feuilles très récentes, au maximum 1 an, et on se retrouve avec un sol nu. Il y a même, on voit qu'il commence à y avoir des galets, donc il n'y a pas de litière en fait, dans le sens où on peut la trouver dans une pinède ou dans une très d'altitude. Alors c'est tout à fait classique, des substrats neutres ou carrément calcaire souvent dans les forêts rhénanes, et puis neutre, disons, dans le bassin de l'Ille ou dans des endroits comme ça. Alors, si on veut s'intéresser à la faune des litières dans une forêt où il n'y a pas de litière, ça paraît, disons, pratiquement un gag. C'est pas un gag, on peut très bien trouver une faune dans des forêts de ce genre-là. Alors, entre les racines des grands arbres, les racines des grands arbres sont souvent, les grands arbres soulèvent des fois le sol, et on se retrouve avec des bouts de litière un peu suspendus comme ça entre les racines, où il y a une accumulation malgré tout très importante. Ça peut être un effet de courant d'air ou n'importe quoi, une fraction importante de matière organique qui est là, et qui donc par définition, plus la quantité va se décomposer plus lentement. Et dans ces coins-là, eh ben, il y a des bestioles, il y a de la litière, on peut faire des tamisages, on peut trouver des bestioles. Alors, alors contre-intuitivement, qu'est-ce qui se passe dans ces forêts-là quand on a ce genre de petits créneaux? Comme ce sont souvent des forêts pleines, des forêts avec une végétation variée, on va automatiquement avoir une faune beaucoup plus variée. Et par faune, j'entends dans la faune de litière, c'est des bêtes des litières, ou c'est des bêtes qui se réfugient dans les litières. Alors on a peu de litière, mais elle est très riche. Autre exemple de litière en forêt rhénane, le sommet des saules têtards. C'est à peu près l'équivalent des jardins d'épiphytes qu'on va trouver dans les forêts tropicales. À petite échelle, bien sûr, c'est moins pittoresque, il n'y a pas beaucoup d'orchidées à ce niveau-là, mais c'est ça.
Et puis, dans la Hartz, il y a par définition, ce sont du galets calcaire partout. Il y a des régions de la Hartz qu'on appelle la Hartz rouge, qui sont des régions plus anciennes, lessivées depuis longtemps, où une grande partie de la fraction calcaire a été dissoute, et on se retrouve avec des terres assez ferrugineuses, très infertiles, il n'y a plus de la forêt au-dessus, et là, la litière peut avoir un temps de survie décent de telle manière qu'on puisse en recueillir et éventuellement aller chercher les bestioles dedans. Alors, autre cas de figure pour des absences de litière, bon, ben là, il y a ce que j'appelle l'effet rouleau compresseur. Ça, c'est ce qu'on va trouver dans tous les chantiers. Alors, ça peut être des chantiers urbains, ça peut être des chantiers rénants. Voilà la friche Starlet, par exemple, qui maintenant est en cours d'urbanisation, mais qui avait une faune tout à fait typique de ce que j'appelle les chantiers rénants. Donc, on est sur du galet calcaire, mais c'est tellement tassé que ça pose problème. Autre exemple du même tonneau, voilà une forme qui est une forme des steppes, qui s'appelle, les Allemands appellent ça le forme des steppes. C'est un Gamsan, c'est sur du chantier rénant. On a en tout et pour tout des galets, un peu de lichen, un tout petit peu de mousse, et cette plante qui a la floraison est absolument superbe, un beau jaune. Et là aussi, c'est un effet pour le compresseur. Il est tel qu'en fait, quand il pleut, les flaques ont du mal, l'eau a du mal à percoler dans le sol, il reste des flaques, et quand il fait sec, c'est à peu près aussi fertile et intéressant pour les plantes que du béton. Autre exemple, tout simplement des forêts sur caillasse. Ça, c'est des types très typiques des forêts de tout le secteur entre Bar et en gros Saint-Hippolyte, où on a des forêts de chênes très sèches, sur de la caillasse. Aller chercher de la litière là, ça c'est des feuilles de l'année, le reste il y a les mousses et en dessous il y a juste les cailloux. Donc là, la personne qui s'intéresse aux litières en tant que telle aura du mal à trouver quelque chose d'utile. Alors, équivalent de litière, il y a toujours un moyen de détourner le problème, qui est tout simplement de se balader, de regarder, il y a une chaise encore là-bas, tout au fond à droite. L'exemple même, c'est par exemple dans la Hartz, où il y a peu de litière, ou pratiquement pas de litière. De temps en temps, ils vont nettoyer, je ne sais pas si c'est le conservatoire du site ou tout autre, ils nettoient les clairières, ils font des espèces de tas comme ça. Il est évident que là, on a une espèce de pseudo-litière, on arrive, on tamise, on trouve beaucoup de bestioles qui maintenant vont se réfugier, puisqu'il y a cette espèce de pseudo-litière très épaisse. Alors ça, c'est très classique à l'automne, c'est les tas de pommes pourries qui sont au coin des bois ou au coin des vergers. Et là aussi, on trouve beaucoup de bestioles, plus ou moins spécialisées, mais il y a du monde. Alors, sol ou pas sol? Comment est-ce qu'on peut définir ça? Ça, c'est la champ de soja à Markolsheim, donc on est sur le début de la Hartz. Il y a 99% de galets, et entre les galets, il y a de l'air, et il y a peut-être une fraction fine, mais très modeste. Et puis ça, en été, c'est arrosé en plus. Voilà la mer des Roches, qui est un énorme éboulis qui est à côté de Schirmeck, c'est assez chouette comme site. Comment est-ce qu'on peut définir un sol dans de telles conditions? Il y a probablement un sol ou quelque chose qui ressemble vaguement, mais je ne sais pas quelle est l'épaisseur de l'éboulis, mais on reviendra sur le problème des éboulis tout à l'heure. Donc c'est des sols qui sont... autre exemple, évidemment, à part ça, c'est... il y a les sols agricoles, les sols de zones industrielles, les sols plus ou moins pollués, les petits bouts de sol qui sont autour des arbres en ville où il y a des crottes de chiens, etc. Enfin bon, là on peut vraiment chercher des monstres. Hein. Voilà. Alors, ou alors les sols de Dell, par exemple, c'est le cas de dire qu'on les voit au Proche-Orient, mais c'est le cas de la ville de Strasbourg, une grande partie de la ville qui est sur un tel, donc c'est un terme d'archéologue, ça veut dire colline, évidemment. Tous les remblais, etc. Donc là aussi, est-ce que ces sols, comment est-ce qu'il faut les voir? Bonne question. Alors, comment est-ce qu'on peut voir les sols du point de vue des petites bêtes? Ou de notre point de vue, ou du point de vue des agriculteurs? Chacun va voir le sol, ou la litière, ça dépend de ce qu'on regarde, s'il y en a ou pas. Alors, il y a le problème du pH. Alors, sur les sables et sur les tourbes, des sols très acides. Alors, ça, c'est un litière nord du Herrenwald, c'est sur la commune de Bromat. On avait mesuré des pH de 4. Alors, 4, c'est vraiment acide pour un sol. Et on a une végétation qui est typique de ces endroits-là. C'est souvent des endroits où ils laissent 3 ou 4 ans en friche. Ensuite, ils labourent, ils plantent quelque chose, et puis ils relaissent 3 ou 4 ans en friche, tellement les sols sont pauvres dans ces coins-là. Et la Hartz de Bromat est un endroit d'ailleurs tout à fait remarquable du point de vue végétal et du point de vue animal. Donc, sur calcaire, on a des sols qui sont complètement différents.
Il y a l'effet du lessivage, je l'ai évoqué. L'humidité, alors tout dépend de la position de la nappe phréatique et puis évidemment de la pluviosité. Ça aussi, ça va influencer le sol, les litières et forcément les bestioles qui sont dedans. Donc, sable ou galets, bon là on a sable, on a vu galets. Un peu humide, bon c'est l'idéal parce que c'est ce que souhaitent en fait la plupart des bestioles. Humide avec nappe phréatique proche, alors là ça peut être fâcheux parce que il suffit qu'il y ait une montée d'un nappe phréatique et on se retrouve avec des sols complètement colmatés par l'eau. Et puis détrempés, voilà, c'est les bords de marais, c'est les tourbières, etc. Ce qui est intéressant, à certains points de vue, du point de vue des gens qui s'occupent des sédiments, c'est que très rapidement, on a des couches qui sont anoxiques. Ça veut dire que très rapidement, il n'y a plus d'oxygène dans le sol, en particulier dans certaines vases, dans des fonds de mares forestières, par exemple, dans les tourbières. Et c'est très intéressant du point de vue archéologique ou du point de vue des sédimentologues, mais évidemment, pour les bestioles, des sols complètement colmatés et anoxiques, ce n'est pas terrible. D'ailleurs, les plantes aussi, elles sont en général. Alors, sol du point de vue des petites bêtes, alors, granulométrie. Alors, ça, c'est très important, évidemment, en fonction de. Si vous avez une argile ou une marne extrêmement compacte, il est peu probable qu'il y ait une faune abondante dedans, puisqu'il n'y a aucun moyen de se déplacer. Il n'y aura même pas souvent beaucoup de racines, parce que les plantes vont rester en surface, parce qu'elles n'arrivent pas à se passer à travers ce genre de couche. Ça, c'est le point de vue colmaté. Meubles et aérés, alors ça, c'est évidemment. C'est très bien, les racines peuvent s'enfoncer et tout, mais comme on l'a vu, ce n'est pas forcément des sols qui sont très très favorables. Ce qui est très important quand on arrive à des terriers, on va évoquer les terriers tout à l'heure, puisque ça fait partie du sol. Alors, les terriers, ça peut être un terrier d'1 millimètre de diamètre, ça peut être un terrier de blaireau énorme. Ce qui est très important, c'est la consistance, la tenue verticale. Si ça ne tient pas verticalement, ça s'effondre. Évidemment, ce n'est pas là qu'on va faire on va creuser des terriers comme les hamsters et autres. Ça, c'est un exemple de chemin creux qui est dans Rocher-Polsen, mais qui a survécu au miracle, aux divers travaux agricoles ou GCO, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est juste en contrebas du GCO. Et là, on voit que ces sols de Leuze, qui sont très compacts, mais suffisamment friables pour qu'on creuse, ces sols sont des sols qui sont parfaits pour creuser les terriers. Alors, ça peut être des abeilles solitaires, comme ça peut être des hamsters ou comme ça peut être des blaireaux. Ça va tenir. Donc, c'est un très bon exemple régional. Alors, cavité. Alors, cavité, ben voilà. Entre les pierres, les éboulis, les pierriers, les halles minières, tout ça, ce sont des tas de cailloux, en gros, avec évidemment beaucoup de cavités. Les bêtes peuvent circuler, l'air aussi, l'eau, enfin, etc. Alors, cavernes, mines et tunnels, c'est pas innocent du tout. Les terriers. Alors, les terriers, ben, vous connaissez toutes les bêtes classiques, j'en ai cité au passage comme ça, des taupes, des hamsters, etc. Mais on oublie aussi les innombrables terriers d'hyménoptères. Alors, là, je vous ai mis des fourmis, ça, c'est des messors, ce sont des fourmis granivores. On n'en a pas chez nous, mais il y en a dans la région de Mayence. Et puis, c'est plutôt méridional, de façon générale. Bon, tous les coléoptères, coprophages ou nécrophages, donc un coprophage, c'est un coléoptère qui va enterrer dans un puits, dans une caverne, des boules d'excréments pour ses larves. Donc, ils vont terrasser, c'est vraiment des terriers. Certains peuvent faire des terriers de bonne taille. Pareil pour les nécrophages, quand un nécrophore enterre un rat ou un oiseau, ben, il creuse, c'est des volumes importants. Les grillons, les courtilières, tout ce petit monde, ça creuse des tunnels. Les larves de fourmilions, bien sûr. Et puis, évidemment, toutes les galeries classiques des vers de terre, et puis de toutes les larves d'animaux qui vivent à la surface comme adultes, et qui sont à l'état larvaire dans le sol, et qui donc, là aussi, comme les vers blancs, etc., on va également voir un peu plus loin, conditions de vie. L'humidité sur un sol, j'entends éboulir en profondeur. On ne va pas parler des gros tas de gros cailloux, comme on a vu, comme la mer des roches. Une humidité élevée, obscurité, variation de température très faible. En général, donc c'est plus frais en été, c'est plus chaud en hiver, et dans les éboulis, on a même des courants d'air chauds en hiver qui sortent par le haut de l'éboulis, et en été, on a de l'air frais qui sort par le bas de l'éboulis. Mais globalement, la température est stable, et c'est
une des caractéristiques des sols. Alors, il y a des gens qui ont fait descendu des thermomètres dans les sols, justement pour étudier les conditions de vie des petites bêtes qui vivent exclusivement dans le sol. Au bout de 20 cm, on a une stabilité déjà tout à fait remarquable des températures. Et puis, évidemment, la granulométrie. Si la granulométrie est appropriée, eh bien, des bêtes d'une certaine taille pourront se promener dans le sol en profitant des espaces entre les grains. Alors maintenant, on va passer, je ne vais pas trop long, on va passer à la faune qu'on va trouver dans les litières et dans les sols. Donc, moi, je suis tombé sur un document, vous m'avez confié, Sandrine, et c'est assez amusant de voir comment les gens ont une espèce d'obsession des chiffres. Il faut absolument dire qu'on utilise tel mot pour des bêtes qui ont telle taille, etc., etc. Alors, il y a besoin de stratifier le monde animal, c'est très gentil, mais c'est totalement arbitraire, parce que ça fait rigoler, parce que les insectes sont à peu près dans toutes les catégories possibles et imaginables. Alors, moi, je préfère parler des bestioles et pas d'une classification qui, quand on regarde de près, est assez artificielle. Les plus petits insectes qu'on peut trouver dans le sol, ça va être par exemple des ptyliidés. Alors ça, c'est une grosse espèce de ptyliidés. Quand on veut extraire les spermatèques des femelles, parce qu'il y a comme ça que les acrotrichis peuvent être déterminés, c'est pas trop sportif parce qu'à 0,9 mm, une spermatèque qui fait 3/10 de millimètre, c'est extractible, on peut la monter, la regarder au microscope, pas de problème. Mais les plus petites ptyliidés, j'avais trouvé une jolie image, mais j'ai l'impression qu'elle était un petit peu bétonnée, où la bête faisait 0,5 mm, il y avait même la photo de la spermatèque à côté. J'ai vérifié, c'était la bonne, hein, parce que j'en ai disséqué des acrotrichis. Et puis, une larve de rhinocéros, eh ben, ça va faire voilà, 60 mm à peu près. Quand les jardiniers du jardin botanique m'en ont amené, un seau, il y avait plein de larves de rhinocéros comme ça. C'était du terreau qui provenait de la ville. Je pense que un grand point à rhinocéros, c'est les tas de terreau qui sont derrière l'orangerie. Là, on arrive à la. Je pense que dans des zones tropicales, on a des scarabéidés qui sont encore beaucoup plus gros. Les larves ressemblaient à carrément des boudins. Donc, vous oubliez ça, vous allez trouver ça à droite et à gauche si vous vous intéressez aux petites bêtes du sol, mais franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, comment est-ce qu'on étudie les bestioles qui sont dans le sol? Alors, évidemment, on va collecter sur le terrain de la litière, on prend une griffe, n'importe quoi, on tamise une première fois pour essayer d'éliminer toutes les branchettes, les gravillons qui sont venus avec, etc. Donc on tamise d'1 cm. La quasi-totalité des bêtes passe à travers un tamis d'1 cm, en tout cas dans le sens de la longueur. Les bêtes ont rarement plus d'1 cm de large, disons les bêtes qu'on va trouver dans ces conditions-là. À la maison, on va retamiser dans une grande bassine claire. Là, on commence à avoir des bêtes cavalées, on les attrape tout de suite. On met de côté, façon de parler, toutes les araignées qui vont suivre toute la pagaille. Et donc, alors, ça, c'est ensuite, on utilise ce qu'on appelle l'appareil des Berlez, inventé par M. Antonio Berlez. C'est tout bêtement un grillage qui fait 0,5, donc du grillage en plastique qu'on découpe avec des ciseaux, on met une fente, un bout de fil de fer, on les met en forme d'entonnoir, et en dessous, on a n'importe quel récipient qui permet de recueillir. Comme toutes ces bêtes vivent dans des milieux qui sont humides, puisque je vous rappelle, dans le sol, on est très rapidement dans un milieu humide, il suffit de creuser, d'ailleurs ça se voit, eh bien, elles vont avoir une tendance à aller vers le plus humide, c'est-à-dire vers le bas. Elles vont avoir tendance à s'enterrer ou à se glisser le plus bas possible dans de la litière ou du sol, ce que vous pouvez imaginer. Et donc, elles vont tomber là-dedans, et on a que de temps en temps, on passe, on recueille ce qui est sorti. Alors, voilà, au départ, si on veut s'intéresser à la litière, on peut soit prendre toute la litière, par exemple, et la tamiser dans des bassines. Ça, c'était dans ce qu'on appelle la zone. Maintenant, il y a un planétarium à la place, mais c'était très intéressant quand on appelait ça la zone. Et puis, inversement, à partir du moment où on a ôté la litière, on peut creuser maintenant là, c'est une autre histoire, et s'occuper de la faune du sol. Ce qu'on peut aussi mettre, c'est des pièges barbères. Alors ça, c'est des pièges qu'on va disposer au sol. On met dedans un liquide quelconque avec du mouillant pour qu'il se noie vite, du sel pour que ça ne pourrisse pas, et on récolte tout ce qui court. Mais c'est extrêmement peu sélectif, et on va également ramasser des bestioles qui sont sur les plantes autour et qui cavalent là, ou qui, je sais pas, sont cognées. Enfin bon, faut voir les limites, je dirais.
Alors ça, c'est comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on étudie la faune du sol. Alors ça paraît pas évident. On est là, on a X décimètres ou mètres de sol. Alors en fait, une grande partie des bêtes sont dans les couches supérieures du sol, ce qui est assez normal, parce qu'après tout, il faut bien qu'elles se nourrissent. Pour qu'elles se nourrissent, il faut qu'il y ait de la matière organique. Pour qu'il y ait de la matière organique, il ne faut pas être trop profond. Ça s'appauvrit extrêmement vite, malgré tout. C'est tout de même les feuilles, la litière qui va alimenter cette matière organique qui est dans le sol. Donc on écarte ici, on écarte les feuilles, on creuse. Alors ce qu'on peut faire, c'est, alors il y a deux méthodes. Celle que j'ai utilisée et qui marche très bien, qui est très classique, ce qu'on appelle le lavage de terre. On prend un grand seau d'eau, on balance tout dedans, on touille avec un bâton ou une pelle, n'importe quoi, on prend une passoire, on récolte tout ce qui surnage. Alors tout ce qui surnage, ça va être essentiellement la matière organique et les bestioles. On touille 2 ou 3 fois de suite comme ça, on repasse la passoire, on met ça sur des vieux journaux ou des vieux chiffons, on laisse essorer pendant un certain temps, et ensuite, on met ça dans nos entonnoirs de berlès et on attend de voir ce qui tombe. Toujours le même tropisme vers les couches humides, et au bout d'un moment, les bestioles vont se retrouver dans le bout de confiture, dans le récipient approprié. Ensuite, on est dans le grand classique. Alors, on peut mettre aussi tout de suite tout le sol dessus. C'est une autre méthode. Si on n'a pas d'eau, c'est mieux, mais malgré tout, moi, je préfère la première méthode parce qu'on peut traiter un plus grand volume de sol que si on mettait le sol entier. Le traitement du matériel, on trie, on stocke en alcool ou on prépare tout de suite. Des fois, c'est commode de préparer certaines bestioles tout de suite si on doit faire des dissections. Je vous rappelle que les déterminations pour beaucoup d'insectes, ça suppose des dissections, soit des mâles, soit des femelles, en fonction des caractéristiques de leurs pièces génitales, qui peuvent être très différenciées chez les mâles ou très différenciées au niveau des spermatèques chez les femelles, etc. Donc il y a toute une série de techniques, et suivant les familles, les genres, les espèces, on va utiliser une méthode ou une autre, on va faire les deux. Donc, et ensuite, on détermine. Alors on détermine à la famille, grossièrement, on peut déterminer même au-delà, on peut mettre insectes, vers de terre, etc. Et puis, une chose est sûre, mais ça pose un problème parce qu'il faut avoir les personnes sous la main, une chose est sûre, c'est que c'est mieux de déterminer à l'espèce. Il y a tout de même des espèces qui sont très typiques de certains milieux, ou qui sont simplement rares, ou qu'on ne voit pas souvent, et tiens, c'est peut-être comme ça qu'elle vit. On a toujours beaucoup plus d'informations utiles. Mais c'est un gros boulot. Alors, faune des litières. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les litières? Alors, je vais tout de suite passer à ça. Attention aux biais hivernales. Alors, on va trouver des bêtes qui sont spécifiques de ce milieu-là, puis on va trouver, en particulier en hiver, plein de bêtes qui, dans le fond, se réfugient dans les litières, parce que, dans le fond, la température est beaucoup plus agréable dans les litières. La température extérieure peut être très froide, mais au fond de la litière, ça sera tempéré par la température du sol, qui est beaucoup plus constante et, en général, plus élevée. Donc, il y a un biais hivernal, et on trouve dans les listes des bêtes qui vivent soi-disant dans le sol ou soi-disant dans les litières, souvent des bêtes qui n'ont strictement rien à voir avec le sujet. C'est juste qu'elles étaient là parce qu'elles se sont planquées pour l'hiver. Et on trouve ça dans de la littérature qui se prétend sérieuse. Bien. Donc, les plus nombreux, les colamboles. C'est petit, c'est mou. J'avoue que je laisse ça aux spécialistes. C'est pas très important. Mais c'est un bon révélateur de l'abondance de la faune d'un sol ou d'une litière. Araignées, pseudoscorpions, myriapodes, acariens, sagrouilles. En général, beaucoup de ces bêtes n'ont pas d'adaptation particulière, y compris des bêtes que l'on trouve pratiquement toujours dans des litières, mais qui ont des ailes, qui ont des yeux, et qui, en fait, se déplacent. Et souvent se déplacent la nuit ou se déplacent discrètement, alors que quand on creuse un peu plus, quand on étudie des litières un peu plus profondes, comme les litières de haies d'altitude, par exemple, qui sont des litières très stables, très épaisses. Là, on commence à trouver des bêtes qui sont beaucoup plus spécialisées et qui ne sortiront jamais de la litière, et souvent des litières profondes. C'est-à-dire qu'on va commencer à observer des adaptations qui sont typiques de ces milieux. Alors, il y a les géophiles. Dans les litières profondes, c'est tout à fait typique. Ce sont des liépates qui sont aveugles, enfin anophthalmes. Il ne faut pas dire aveugles parce qu'on peut très bien être aveugle à 40 ans et voir très bien à 35. Donc, c'est un mauvais outil. On dit non-voyants maintenant. Enfin, eux, ils sont anophthalmes parce que d'origine et non pas d'yeux du tout. Ils sont dépigmentés. Voilà une fourmi qu'on ne trouve que strictement dans les litières. C'est une espèce de fourmi qui est très abondante
et que pas beaucoup de gens ont vu, parce qu'elles n'existent que dans les litières. Elles ne sortent pas des litières, et regardez la taille de l'œil. On voit que l'œil n'a strictement aucun rôle dans l'affaire. Comme beaucoup de fourmis, il fonctionne au toucher et surtout à l'odorat. Mais là, en plus, il n'y a pas d'yeux ou presque. Donc, et voilà un autre exemple dépigmentation, aptérisme. Alors voilà un autre exemple, ça c'est un Coléoptère staphylinidé. C'est la plus grosse famille du règne animal. Je signale à tout hasard, mais personne ne la connaît. On doit frôler les 80 000 espèces décrites. Et donc, je les aime bien, mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà, Leptusa globulicolis, dans les Vosges, il y a 2 espèces du genre Leptusa qui sont très spécialisées. Donc des yeux qui sont tout petits, qu'on distingue ici, des tout petits yeux. La bête est totalement dépigmentée, ou presque entièrement dépigmentée, il y a vaguement un peu plus sombre sur l'abdomen. Évidemment, il n'y a pas d'ailes. Les élytres sont réduits, d'ailleurs, il n'y aurait même pas la place, même plié en cadre, de mettre des ailes. Et ça, c'est des bêtes qu'on trouve essentiellement dans les litières profondes, en particulier les litières de hêtraie, dans la zone où les feuilles décomposées ne sont plus du tout reconnaissables. Et par contre, ce qui est très bien reconnaissable dans ces litières profondes, c'est les racines de hêtre qui remontent dans la litière pour aller pomper de la matière organique. Parfois, les racines de hêtre vont chercher le terreau où il est, donc dans les litières profondes. Et ça, c'est très net. À partir d'un certain niveau, on commence à voir apparaître les racines des hêtres. Et dans cette zone-là, c'est là qu'on voit ce genre de bestioles, qui sont alors en plus montagnardes, très spécialisées. Alors, on va passer au sol. Alors, les sols, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a des trous de toute taille. Donc, il y a des très grandes possibilités. Alors, il y a ce qu'on appelle les insectes endogés. Alors, il y a épigées au-dessus du sol, endogés dans le sol. Un insecte endogé est un insecte qui passe toute sa vie dans le sol, qui est strictement spécialisé, qu'on ne trouvera jamais ailleurs. On a tous les fouisseurs, donc c'est tous ceux qui font des trous. Alors, ça peut être des taupes, mais ça peut également être des coléos qui ont 3 mm. Donc, il y a toute une gamme énorme d'insectes fouisseurs. Ensuite, vous avez tous les insectes, des petites bêtes dont les larves vivent dans le sol. C'est le coup des vers blancs des hannetons, par exemple. Et ces insectes creusent des trous, des tunnels, rongent les racines, ont une activité assez complexe dans le sol, mais à l'état de larve. Ensuite, il nymphose dans le sol et l'adulte sort. Et l'adulte, on peut le trouver sur les fleurs, sur les feuilles. Il a un comportement que nous qualifierions de classique d'insecte. En fait, c'est vraiment une petite partie de son existence. En général, c'est la plus courte. Le hanneton, il va vivre 15 jours. Il va défolier les jeunes chênes en forêt de Haguenau, mais il va passer 3 ans. Je dis le hanneton, je parle du hanneton des bois, hein, pas le hanneton classique, qui a quasiment disparu. Mais la plupart des gens les confondent, c'est pas grave. Donc, et puis, il y a les nidicoles. Alors, les nidicoles, c'est les insectes qui vont, les animaux, petits animaux qui vont vivre dans les terriers. C'est une faune extrêmement abondante. On ne peut pas imaginer combien il y a de bestioles autres que des taupes dans des nids de taupes. On voit les puces en nuages qui sautent comme ça, des centaines d'acariens de toute taille, des coléoptères de bonne taille. Dans les nids de taupes, c'est une véritable ménagerie. J'ai ouvert au moins 150 nids de taupes pour y trouver ces bêtes-là, c'est très impressionnant. Mais c'est vrai aussi, il y a des bêtes spécifiques, des nids de blaireaux, il y en a qui sont spécifiques, des nids de lapins, etc. Donc il y a une faune extrêmement complexe. Et puis, on va voir des exemples. Donc, nidicoles, et parmi les nidicoles spécialisés, il y a ceux qui sont dans les fourmilières. Alors là, de nouveau, on retrouve une très grande variété d'insectes, majoritairement dans 2 familles que j'illustrerai, mais avec une extrême variété d'espèces, avec là aussi des spécificités. Ce qu'on va trouver dans un gros nombre de fourmis rousses, ou ce qu'on va trouver dans un nid souterrain de Myrmica, qui sont des fourmis jaunes très, très abondantes, ça ne sera pas du tout les mêmes bêtes. Il va y avoir des très grandes différences. Et puis, il y a les cavernicoles et les bêtes d'éboulis. Alors, les bêtes d'éboulis, si j'en montrerai, qui sont très différentes, mais qui ont en commun d'être dans un milieu extrêmement minéral et auquel on ne pense pas toujours. On pense aux cavernicoles parce que, on sait qu'il y a des spécialistes, des petites bêtes qui vont dans les cavernes, etc., qui vivent dans les cavernes, mais on oublie ceux des éboulis qui ne sont pas les mêmes, qui vivent dans un milieu qui est très différent. Mais c'est toujours très minéral. Alors, endogé. Alors là, je suis même tombé cet après-midi dans un bouquin qui citait les endogés du jardin botanique.
Il y a 5 espèces d'endanger, par exemple, le jardin botanique, que j'ai obtenu par lavage de terre. Il y en avait 0 connu en Alsace, c'est compliqué. Donc, ils ont comme particularité, ils sont petits. Par définition, un endanger, il va se glisser entre les grains, les particules, quelles qu'elles soient, minérales ou organiques du sol. Donc, ce sont des bêtes qui ont des pattes courtes, ils sont anophtales, ils sont dépigmentés, ça ne sert à rien de fabriquer des pigments quand on est à 20 cm de profondeur. Ils ne quittent jamais le sol. C'est ce qui les caractérise. Donc, alors voilà un exemple. Ça, c'est une bête qui était connue d'Europe centrale et orientale, jusqu'au jour où je l'ai trouvée au jardin botanique et dans la zone, donc là où il y a maintenant le planétarium, et la bête était nouvelle pour la faune de France. Donc pas d'yeux, dépigmenté. Voilà un autre exemple de la zophyridée également du jardin botanique. Et ça, c'est un staphylinidé, tout beau. Ils sont tellement peu sclérifiés, ils sont tellement, je dirais, transparents, qu'on voit leurs organes à travers la bête. Et en fait, c'est des bêtes qui font, oui, j'ai mis qui font 1 millimètre. Il y a des centaines d'espèces, en particulier dans le bassin méditerranéen, de ces petits staphylinidés. Donc vous voyez les petites pattes très courtes. Et celui-là, il a un physique qui est parfait pour se glisser dans les anfractuosités du sol. Et en général, on les monte directement sur des lamelles pour microscope et on regarde les pièces génitales à travers la bête, parce qu'elle est tellement transparente qu'avec un bon éclairage, faire des seins. La particularité de ce genre-là, et même de l'ensemble de cette famille, c'est que ça, c'est des pièces génitales mâles de 4 espèces différentes, c'est que c'est d'une complication incroyable. L'énergie qu'ils doivent mettre à fabriquer ces outils de copulation est absolument fabuleux. Alors, fouisseurs. Alors, les fouisseurs, ce sont ceux qui soit sont en partie dans le sol, soit ils passent la plus grande partie de leur existence, mais ce qui est les caractéristiques, c'est le fait qu'ils creusent. Alors, évidemment, vous connaissez tous la taupe, et voilà, notez les convergences. Alors, il y a aussi beaucoup de convergences dans ces domaines-là. Hein. Vous avez la taupe, vous avez une courtinière vue de face, où on voit très bien ses pattes, et on a exactement la même technique pour faire des petits tunnels dans le. Les courtinières sortent du sol régulièrement et volent très bien. Donc elles arrivent très bien à se disperser. Ça, c'est une bête qui est quand même assez étonnante, parce que vous reconnaissez la convergence avec la courtinière, le simple fait qu'il y ait un pronotum, donc la partie antérieure du thorax. Ce qu'on voit, c'est le pronotum, donc la partie supérieure de la partie antérieure du thorax. C'est là qu'il y a les hanches d'où démarrent les pattes fouisseuses. Autrement dit, en général, cette partie du corps est très épaisse, très grosse, parce que ça contient les muscles des pattes avant qui, elles, servent à creuser. Donc on retrouve ça. Et bien ça, c'est un capricorne, c'est vachement reconnaissable. Chacun sait que les capricornes ont des grandes antennes. Ben non, pas lui. Alors, il vit dans 2 États du nord-est du Brésil, et je crois que c'est Pará et Minas Gerais. Et il creuse des tunnels comme ça. Pendant, je ne sais pas, au moins 50 ans, on se demandait comment le rattacher à quelle famille jusqu'au genre où je ne sais plus quoi. C'est presque un miracle, quelqu'un l'a rattaché au Capricorne. Bon. Donc, convergence nombreuse. La plupart du temps, ces bestias, alors celui-là, je ne pense pas, mais la plupart sont des bêtes très mobiles, qui sont ailées, donc ils font des terriers. Alors, de nombreuses bestioles font des terriers. Beaucoup d'abeilles solitaires passent leur temps à faire des terriers. Elles vont empiler dedans des pucerons, elles vont empiler dedans des abeilles et guêpes solitaires. Ils ont des proies, du miel, enfin tout ce qui est bon pour leurs larves. Et puis il y a tous les coprophages. Bon, ça c'est le minotaure. En Alsace, il faut aller en forêt de Haguenau pour en voir. Souvent on les trouve morts le long des chemins, tout simplement parce qu'ils sont totalement épuisés après avoir creusé pendant 1 mètre leur terrier pour accumuler des excréments. Et donc là, il y a des centaines, des milliers d'espèces, probablement même des dizaines de milliers d'espèces. Bien, alors, autre catégorie, tout ça c'est schématique, hein, parce que les rythmes et tout peuvent varier d'une espèce à l'autre, et je ne vous donne que des grandes lignes. Je vous dis, c'est des trucs qui me sont passés par la tête. Voilà le hanneton des bois, Myrmanta hippocastani. Voilà un ver blanc. Alors, je ne sais pas de laquelle des 2 espèces de hannetons qu'on a ici.
Alors là, pendant 3 ans, on va ronger les racines et on laisse faire. Et puis, les adultes sortent. Dans certains cas, alors bon, voilà par exemple la charançon dont les larves sont rhizophages, donc mangent des racines. Un topin de leurs larves sont ce qu'on appelle les vers fils de fer. Alors il y en a qui rongent les racines, les plus grandes dames des agriculteurs ou des horticulteurs. Certaines sont prédatrices. Et puis voilà un joli charançon photographié par Daniel Zaccari. Alors lui, c'est encore pire comme situation. Lui, il se développe dans les glands, il s'appelle Coculio glandium. Quand la larve a atteint son plein développement, elle se laisse tomber au sol, elle creuse et elle nymphose dans le sol. Donc c'est juste la partie nymphe, la période de nymphose qui est dans le sol. Et là, curieusement, elle peut y rester 1 ou 2 ans, puis ensuite elle ressort. On n'a jamais très bien compris comment ça marche. Il y en a qui font ça sur une saison, et il y en a d'autres qui attendent 2 ans pour sortir. Bon. Donc, alors il y a évidemment tous les pucerons des racines, qui sont innombrables, qu'on ne voit pas, mais qui ont des formes ailées qui permettent la dispersion. Alors un cas fâcheux, c'est évidemment le phylloxéra. Donc on a tout un tas de trucs. On a par exemple tous des animaux dont les larves se développent dans les truffes. Forcément, ils sont dans le sol. Il y a pas mal de coléos qui ont ce type de truffes. Nidicole. Alors nidicole, on a un très bon exemple en Alsace, c'est les nids de hamster. La faune des nids de hamster est assez connue parce que, malgré tout, il y en a encore quelques-uns en Alsace, mais c'est surtout en Saxe, en Hongrie, en Roumanie et jusqu'au Kazakhstan où on trouve le hamster et on trouve en parallèle la faune des terriens de hamster qui a la même répartition. Alors, il y a 2 exemples. Ontophagus luteolus, c'est un bousier qui est d'à peu près centimétrique. Hein. Donc c'est une bête qui n'est pas du tout négligeable. Ce qui est spectaculaire de cette bête, que j'ai observé moi-même, c'est un coup de bol. Un terrier de hamster fraîchement ouvert, donc la terre, l'euleuse plutôt qui était éjectée par le hamster qui avait creusé la sortie, était encore légèrement humide. Et j'en ai vu sortir 4 à la queue de ces bestioles-là. Et en fait, ces bousiers se développent à l'intérieur des chambres à déjection des terriers de hamster. Donc ils ont une répartition qui est calquée sur celle du hamster. Plus à l'est, il y en a dans le terrier spermophile, qui est un autre rongeur plus oriental, et on a 6 ou 7 espèces dans ce groupe-là qui sont strictement spécialisées dans les chambres à déjection de terriers rongeurs. Et donc ça, c'est en gros ce qu'on appelle la zone des steppes. En gros, ça va d'Aubernais jusqu'au fond du Kazakhstan. Ça, c'est un staphylin encore un, qui lui aussi est strictement spécialisé dans les terriers de hamster. On ne le trouve jamais autrement. Quand on trouve un terrier et qu'on a le courage, qu'on ignore que ça mord, on met le bras dedans, on retire ce qui traîne dans la galerie et, comme par hasard, on trouve cette bestiole-là. Alors, dans les terriers dans les taupinières, on a la plus grosse taupe européenne ou peut-être mondiale qui fait 5 mm. Les taupes classiques, les taupes de chiens, de chats, d'êtres humains, sont des petites bêtes. C'est difficile à voir, il faut au moins une loupe pour bien les voir. Ça, c'est une bête qui fait 5 mm. À 5 mm, on a un peu besoin de grossissement. On voit vraiment à quoi ressemble une puce, une vraie puce. Bon, autrement, j'ai mis quelques trucs. Donc, une faune extrêmement variée. La plupart de ces insectes qui vivent dans ces terriers sont aussi des insectes qui sortent. Ils sortent, ils vont d'un terrier à un autre, ils peuvent se disperser. Ils sont souvent déplacés par les inondations, d'ailleurs. On les trouve des fois complètement en dehors des terriers, et puis des fois on les trouve au vol, parce que dans le fond, ils vont d'une taupinière à une autre, ils vont d'un terrier de telle ou telle bestiole à une autre, et ils ont des ailes. Souvent, ils ont des pattes un peu anormalement longues. Mais moi, je conçois bien qu'un insecte qui vit dans une galerie de taupes, quand il voit arriver le train, il faut qu'il court vite. Donc, ils ont souvent de très longues pattes, enfin de relativement longues pattes par rapport aux bêtes qui ne sont pas nidicoles. Mais ça va jouer sur 20%, ça se remarque tout de même. Ils ont des yeux, la plupart sont peu spécialisés. Myrmécophiles. Alors les myrmécophiles, là je vous ai 3 exemples. Bon, ça c'est ce qu'on voit assez souvent dans les prés, c'est ce genre de paysage. Chaque petite bosse là est une fourmilière et à l'intérieur, il peut y avoir des centaines, sinon des milliers, dans chaque fourmilière, de petites fourmis dépigmentées avec des yeux minuscules qu'on ne voit que quand ils font des essaimages.
D'ailleurs, les sexues, les mâles et les femelles, sont bruns ou noirs, enfin, sont tout à fait classiques. Les ouvrières ne sortent pas de la fourmilière et entretiennent des pucerons de racines. En fait, c'est ça que ça vit. Comme nos petites fourmis grises vont aller sur les rosiers pour têter les pucerons sur les rosiers, font la même chose sous le niveau du sol. Et donc, ce sont des fourmis extrêmement communes, mais que personne ne voit d'habitude. Donc, je rappelle donc effectivement que la plupart des fourmilières sont souterraines. On pense toujours au dôme, etc., mais c'est plutôt l'exception. C'est un très petit nombre d'espèces, je crois que c'en est 4 ou 5 en Alsace. Donc, vivre dans une fourmilière, ça suppose des adaptations. Il faut avoir la bonne odeur, il faut présenter aux fourmis quelque chose qui va les calmer, mais également quelque chose de sucré, puisque c'est des bêtes qui, par du temps, aiment ça. Et donc, beaucoup de ces bêtes-là ont ce qu'on appelle des trichomes, qui sont des touffes de poils, avec une glande en dessous, qui va fournir de quoi calmer les fourmis et se rendre sympathiques. L'autre méthode, c'est le blindage. Ça, c'est un hystéridé. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit un myrmécophile, je l'ai pioché au vol, comme ça. Il y a pas mal d'espèces. Mais ça, c'est vraiment le char d'assaut. Les pattes se replient sous les antennes sous la tête, les pattes sous le ventre, et c'est vraiment du blindage. Alors, ça, c'est aussi une particularité. C'est une grosse chrysomélidée qui fait 1 centimètre à peu près. Très belle bête. Ça, c'est un mâle. Ça se reconnaît à ses appendices absolument démesurés. Les femelles ont des pattes beaucoup plus raisonnables. Bon, ça, c'est un autre blindé. Ça, c'est une idée encore. Les larves de ces chrysomèles vont dans les fourmilières, elles se tapent le couvain, les œufs, etc. Tout ce que la morale éprouve. Mais donc, ça peut être des bêtes assez grosses. Et il y a certains papillons qui, également, dont les larves, les œufs sont pondus à l'extérieur, les larves broutent quelques plantes. C'est des lycènes, des petits bleus, des azurés. C'est assez classique dans les cahiers des charges de protection de certains biotopes. Les fourmis mettent la larve, l'entrent dans la fourmilière, et après, ce qui se passe, c'est tant pis pour les fourmis. Si c'était moins naïf. Bien. Mais on va boucler là sur les cavernicoles, on va être raisonnable. Alors, Anophthalmie, bien entendu, eux quasiment inexistantes, alors que dans les éboulis, on a des bêtes qui ont des faciès tout à fait normales, parce qu'après tout, elles se déplacent dans des assez gros espaces. Alors voilà 2 bêtes qui sont génétiquement extrêmement proches. On a pu montrer que la tribu auquel appartiennent ces deux coléos est monophylétique et vraiment très homogène. C'est juste un problème d'adaptation au calaire. Et voilà. Vous pouvez voir des appendices démesurés, des antennes démesurées. Il n'y a pas d'yeux. La dépigmentation est classique, etc. Ça, c'est une bête qu'on va trouver n'importe où en ville, d'ailleurs, c'est très très commune. Autre exemple, ça c'est l'exemple extrême. C'est une bête qui est, en l'occurrence, a été décrite de la grotte de Postojna en Slovénie à l'origine. On le trouve même, je crois, sur des timbres slovènes, des choses comme ça. C'est une bête assez symbolique. La plupart des membres de cette famille-là sont plutôt courts, trapus, avec des appendices absolument normaux. Et on en a toute une série d'espèces ici. Et puis on a toute la gradation vers des bêtes complètement aberrantes comme celle-ci. Voilà une sauterelle. Alors ça, je l'ai attrapée près du matin où on passe aux vacances. Là aussi, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'aile. Les yeux sont beaucoup plus petits que pour la plupart des sauterelles. Alors ce qui est remarquable aussi, c'est la taille des appendices. Et quand on étale la bête, si on imagine qu'en mettant les pattes et les antennes, on dépasse 10 cm. C'est-à-dire qu'on est à presque 10 fois la longueur du corps de la bestiole, rien qu'en étalant les appendices. Alors ces bestioles-là, on les trouve dans les galeries d'entrée de certaines grottes, et dans des endroits qui sont déjà tout noirs. Elles sont au plafond, et quand on les emmerde, parce qu'on essaie d'en attraper, alors on les excite, elles sautent d'un côté à l'autre de la galerie, comme ça. C'est très difficile à attraper. J'ai réussi à en attraper 4, mais ça a été du boulot. Et il semblerait que la nuit, elles sortent des grottes, elles vont chasser dehors, parce que la plupart des sauterelles sont carnivores, c'est des criquets qui sont végétariens. Et donc voilà, le fameux Dolichopoda. Il y a plusieurs espèces dans le bassin méditerranéen. Un dernier mot sur les éboulis. Alors, ce qui est très remarquable dans les éboulis, c'est que c'est des endroits qui ont été prospectés très récemment. On fait une tranchée dans l'éboulis, on met des pièges au fond, on remet des cailloux, elle repasse quelques mois après.
Et on trouve par exemple cette bête-là. Cette bête a été trouvée, elle fait 1 centimètre. Hein. Elle a été trouvée dans un éboulis du massif du Feldberg en forêt noire. Ses cousins les plus proches sont dans les Alpes centrales, dans l'Oberland bernois, dans ces coins-là. Ça veut dire qu'on peut trouver dans le pays qui est le plus avancé au point de vue entomo, les inventaires sont absolument nickel et tout, on peut trouver une bête d'1 centimètre et en 2004. Et il faut y aller. Alors, les mêmes types, c'est Yolanda et je ne sais quel est le nom de l'autre, les mêmes types ont testé des éboulis autour de Gérardmer dans le défilé de Sratur, etc. Et comme par hasard, on trouvait une bête qui était totalement ignorée de au moins les 3/4 de la France, qui était également une bête spécifique d'éboulis. Et ce qui est remarquable, c'est qu'actuellement, c'est encore un domaine où il y a beaucoup à creuser, c'est le cas de le dire. Bien. Allez, on arrête. Je pense que... Vous avez des questions, Henri, parce que vous voudrez bien répondre. Les gens qui sont curieux, c'est le moment. C'est le moment. Dans les forêts sans litière, où il y a des feuilles qui ont 1 an maximum, que deviennent ces feuilles-là? Je suis un peu dur d'oreille. Ah. Je me rapproche. Dans les Vous forêts avez parler des forêts sans litière. sans litière, oui. Où il y a des Elles se feuilles, décomposent complètement. une couche de... Elles se Elles se décomposent. décomposent complètement. Ouais. Il n'y a pas de stade intermédiaire. Vous y allez, vous apercevez qu'en fait, ce qu'on a au-dessus du sol, ce sont essentiellement des feuilles de l'année. Ah, oui. C'est-à-dire que vous passez maintenant dans ces forêts de plaine alsaciennes, pas sur sable, pas sur sol acide, forêt rhénane par exemple, vous allez à Robertso ou à la Vancelot, vous poussez les feuilles qui ont toute l'air de feuilles encore, et vous avez le sol. Vous avez quelques résidus de travaux de vers de terre, etc., mais c'est minéral. Ça veut dire qu'il n'y a pas de couches de feuilles plus ou moins décomposées. On a vraiment de la feuille qui est toute récente et qui va se décomposer probablement assez rapidement dans les mois qui viennent. Et en dessous, vous avez le sol. Donc, il n'y a pas de litière. La litière étant, enfin, si on admet que la définition de la litière, c'est des couches de feuilles qui se sont accumulées et qui se décomposent progressivement et donc qui peuvent donner abri à des bestioles, par exemple. Là, il n'y a rien. Ou sinon, de façon tout à fait marginale. C'est-à-dire dans les creux de racines, etc. J'imaginais aussi que le vent, parfois, fait des congères de feuilles mortes. Au milieu de forêt, il n'y a pas de vent. Si, je connais des Tout endroits où reste vraiment là. on avait des feuilles mortes, Allez en forêt de la Vancenot. des feuilles mortes jusqu'à la tête. Allez en forêt de la Vancenot, en contrebas de la digue, là, il n'y a pas de vent du tout. Ouais. C'est exactement pareil. C'est pareil sur l'ensemble de la forêt. Il n'y a vraiment pas de litière. C'est très frappant. Si on veut essayer de trouver des bêtes de litière dans les forêts rhénanes ou dans les forêts même du bassin de l'île, simplement, c'est difficile parce qu'il n'y a rien. Sinon, comme je disais, très localement, dans les creux entre les racines des grands arbres ou au sommet des soltétards. Mais c'est de nouveau une litière qui est très différente parce que c'est déconnecté du sol, donc ça peut s'accumuler, ça peut faire des litières plus acides d'ailleurs. Donc on a une litière différente au sommet des soltétards de celle qu'on pourrait théoriquement avoir au sol. Mais globalement, il n'y a pas de litière, quoi. C'est très très net. C'est vrai dans la Harte aussi, c'est vrai dans des régions comme ça. Je ne sais pas dans quel ordre. L'essentiel des consommateurs primaires là, dans ces litières, ils mangent quand même en fait surtout des bactéries et des champignons. Oui, c'est des micro-organismes en tout genre, mais ça peut aussi être des acariens, ça peut être des larves d'insectes. Il y a un peu tous les cas de figure. Hein. Mais c'est essentiellement des micro-organismes, je pense. Mais donc c'est plus ou moins lent suivant que le. Alors ça peut être très rapide sur des substrats calcaires, des choses comme ça, chaud évidemment. Ça peut être vraiment très rapide. Mais les forêts tropicales, les forêts équatoriales, il n'y a pas de litière. Hein. Quand on regarde, on s'aperçoit qu'il y a le caillou, il y a les plantes et tout, qui vont plus ou moins fonctionner en circuit fermé, et puis il n'y a rien au sol. Hein. C'est rien, c'est complètement lessivé. Et la décomposition est probablement très rapide. La litière est quand même aussi chez nous liée au fait que les feuilles tombent en hiver, à l'automne. Donc oui. il y a des tas de litières. Oui, mais même dans des forêts où il y a des feuilles qui tombent, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Parce que c'est simplement beaucoup plus rapide, la décomposition. D'ailleurs, la preuve, il suffit d'aller dans les forêts d'altitude, de feuillus, sous les mêmes arbres,
il y aura ou il n'y aura pas de la litière. Hein. Là, les hêtraies qui sont en bordure de la forêt du Neuhof, par exemple, je suis sûr qu'il n'y a pas de litière en dessous. On prend une hêtraie à 800 mètres dans le massif du Champ du Feu, il y aura de la litière. C'est le même arbre. Et on a changé les conditions. On a un sol qui a une acidité différente, on a des températures différentes, enfin bon, on n'a certainement pas la microfaune la même. Et puis on accélère tout à basse altitude. Georges. C'est une question un peu d'un milieu différent. Je pensais au... Pardon? Parle fort pour tout le monde, et surtout pour moi. Non, dans un milieu différent, je pensais au verger. Oui. Et dans un verger, bon, il y a des traitements, bien sûr, d'insecticides. Il y en a encore un plus ou moins. Est-ce qu'on a le bilan aux insectes avec ou sans tel traitement, par exemple pour les pucerons, et puis de regarder les dégâts ou les bilans d'un traitement. Il faudrait s'adresser au service qui s'occupe de ça. Moi, je suis tout à fait incompétent. Ouais, non, ça c'est des études qui peuvent être assez lourdes et qui doivent être comparatives. Il faut sélectionner des parcelles. C'est comme tous les travaux qu'on fait sur la faune ou l'absence de faune des champs de maïs, etc., qui curieusement sont beaucoup plus riches qu'on ne croit, y compris en bêtes totalement inattendues. On a une sélection vers les opportunistes qui est tout à fait marrante. Une bête dont les derniers exemplaires en bas ont été trouvés dans les années 70. Il y a une équipe d'Orléans qui travaillait pour la Chambre d'agriculture, etc., mais qui m'a mis dans le coup parce qu'il y avait des bêtes qui n'étaient pas leur truc, quoi. Ils ont trouvé 600 ou 700 exemplaires sur 2 campagnes, sur 2 ou 3 communes du coin d'Auvernais de la même bête. Entre-temps, avec un jeune collègue, on en avait trouvé des quantités dans les vignes. Là où les vignes sont traitées, sont vaguement tondues. Donc c'est une bête opportuniste. La donnée précédente, on en avait vu beaucoup, c'était un terril salé à Herbicide, donc sur le long de la Sarre. Et le spécialiste français et peut-être européen de ces bestioles-là sont les cicindelles, c'est des bêtes qui ne sont pas du tout négligeables en poids du taille, facile à reconnaître, m'a dit l'idéal pour ces bêtes-là, c'est un terrain de football de village mal entretenu. C'est la définition d'un bête opportuniste, tu vois. Oui, tu nous as montré différents insectes, tu nous as montré donc différents représentants d'insectes. Est-ce qu'il y a des groupes d'insectes qui n'ont aucun représentant dans ce type de faune? En fait, les groupes d'insectes, il n'y a pas beaucoup de papillons. Oui, dans le sol. il y a des punaises. Alors, il y a peu de punaises. Les punaises sont essentiellement des bêtes phytophages et au-dessus de la surface. Tout ce qui est punaises, cicadelles, etc. Alors, pour rien arranger, c'est en plus des bêtes qui ne tombent jamais dans les pièges, qui sembleraient indiquer que les punaises sont beaucoup plus malignes que les coléoptères. Non, mais c'est une question de réflexe. C'est une question de réflexe. T'emmerdes un coléoptère, il se heurte à n'importe quoi, il rentre ses pattes, il tombe. Donc, évidemment, il y a le piège en dessous. Une punaise ne fonctionne pas comme ça. Une punaise va... Car là, une cicadelle va sauter, et au milieu du saut, va partir à 90 degrés en sortant ses ailes et en faisant un petit peu comme ces animaux qui arrivent à tourner sur place comme ça. Et donc ces bêtes, on les trouve très peu dans les pièges. Donc là aussi, on n'a pas d'aspect quantitatif, mais il y a pratiquement, il y a une cicadelle qui n'a pas d'aile et qui vit dans les litières. Alors j'en ai vu pas mal parce qu'il y a un gars qui a mis des pièges au Hochschulen, mais des pièges à araignées, mais il y avait cette bête dedans. Moi, j'en ai vu une comme ça qui se baladait le long d'un tronc comme ça au sol. Mais c'est tout à fait exceptionnel. C'est presque toutes les bêtes qui vont être très spécialisées sur les plantes. Alors, ça peut être de l'herbe, ça peut être des arbres. Il n'y aura pratiquement aucun chrysomélidé, qui sont tous des insectes qui dévorent des plantes, essentiellement des dévoreurs de plantes. Il y a pratiquement très peu de carnivores. Il y a un groupe où les bestioles mangent de la feuille en décomposition dans les litières. Mais c'est vraiment un petit groupe. Et puis, quelques-uns qu'on va trouver dans les fourmilières. Mais le gros de la troupe, 95%, 98%, je ne sais pas, ces bestioles-là, vont être sur les végétaux et n'ont rien affiche de se balader dans les litières ou dans le sol. Dans le sol, on va essentiellement, en tout cas en coléo, on va trouver essentiellement des carabidés, mais même pas tellement, et surtout des staphylidés. Comme je dis, c'est la plus méconnue de toutes les familles, c'est la plus grande famille du monde animal. La plupart des gens connaissent même pas le nom. Et il y a des gens, les cédus qui sont...
ça fait une idée, il y a 2500 espèces, 2600 je crois, espèces de sténus décrites actuellement. Il y en a une centaine dans la région. Et personne ne sait ce que c'est. Et pourtant, c'est très joli, c'est des petites bêtes qui ont une langue télescopique à la façon caméléon, absolument incroyable, aussi long que le corps de la bête. Mais bon, digression. Pour parler de réchauffement climatique, Oui. pour parler de réchauffement climatique, on assiste à une diminution du nombre d'espèces d'insectes. Pas forcément, non, pas d'espèce de nombre. De nombre d'insectes. C'est pas pareil du tout. Ah, du nombre d'insectes, pardon. Mais est-ce que les insectes vivant dans les sols, dans les litières, sont plus préservés? Et est-ce que vous observez déjà un impact Je pense pas qu'il y aura beaucoup d'effets, hein, parce que ce sont des milieux très stables. Et par définition, c'est des milieux, s'il y a de la litière, c'est que c'est une forêt que l'on n'a pas touchée. Il n'y a pas eu de coupe à blanc dans les 20 ans précédents, il n'y a pas eu de... etc. Ce sont des milieux très conservateurs. Et même l'homme les conserve dans une certaine mesure. Alors le problème de la diminution globale du nombre d'insectes, et pas d'espèces, hein. Il y a très peu d'espèces qui disparaissent, ça c'est une blague. Mais il y a 50 manières de traiter le sujet. Alors il y a la manière simpliste et très démago, c'est de dire « ah, c'est les pesticides ». Mais l'autre manière, beaucoup plus raisonnable, c'est de dire est-ce que vous fournissez actuellement un monde où un insecte est heureux? Eh bien, non, je pense que la deuxième interprétation est probablement plus grave, plus inquiétante. Moi, j'ai connu la campagne alsacienne avec des petites parcelles, la polyculture, des silos à betteraves plein de bestioles, des trucs comme ça, des chevaux, encore beaucoup de chevaux qui tiraient les charrettes. On ne peut pas imaginer la variété qu'il y avait, la variété d'espèces d'insectes en tout genre, hein, qu'il y avait, pas seulement du coléo. Donc, par contre, on voit revenir des espèces. Le simple fait de ne plus... Alors ça, c'est déclaré. C'est pour dire qu'il ne faut pas grand-chose. Les vignes, jusqu'à il y a 20 ans, c'était systématiquement, on voyait la terre nue, avec des espèces de croûtes verdâtres, parce qu'on mettait des herbicides, des choses comme ça. On n'avait pas du tout envie de boire du vin fait dans des parcelles comme ça. Franchement, c'était assez répugnant. Donc, évidemment, plus aucun entomologiste n'allait dans les vignes, parce qu'il n'y avait rien à ramasser. J'ai toujours parlé du désert viticole, comme pendant du désert céréalier, dont on parle beaucoup, mais on oublie le désert viticole. Le désert viticole, dans le fond, c'est une espèce botanique, et pas grand-chose d'autre. Et puis, effectivement, dans certaines régions, en plus, on ramène des boues urbaines, enfin, c'est plein de bouts de plastique, c'est absolument dégueu, c'est surtout connu pour la Champagne, où tous les détritus parisiens terminaient dans les parcelles de champenoise. Alors, depuis que ils ont enfin compris que si vous voulez faire un vin qui était plus acceptable à beaucoup de points de vue, en particulier pour les bobos urbains, il ne faut jamais oublier ça, hein. C'est des sous tout ça. Le bobo urbain, il achète plus que le cornichon moyen qui se boit des canettes. Et donc, il laisse maintenant, surtout dans le Bas-Rhin, moins dans le Haut-Rhin, mais ça on fait plus tard, on laisse pousser des tas de trucs et puis on tombe vaguement comme ça. Alors ça, c'est une très bonne idée. Et on a voulu revenir des espèces qu'on n'avait pas vues depuis 40 ans. Hein. Et pas de façon négligeable. C'est-à-dire qu'on peut avoir 10, 15 stations, on a observé la bête. Les Allemands ne l'ont pas encore observé, mais ils cherchent. Parce qu'eux aussi sont passés à ce genre d'exploitation, donc les bêtes, tôt ou tard, vont arriver chez eux. Tout ça, ça vole, il ne faut jamais oublier. Les insectes, c'est extrêmement mobile. C'est ce qu'oublient les gens qui mettent des coordonnées GPS pour une bestiole avec 4 décimales, alors que la bestiole, elle est passée au vol comme ça, ils vont choper. Ce qu'on appelle la précision illusoire. Par contre, il y a eu des polémiques au sujet de la diminution globale du nombre d'insectes. Le gros problème, c'est de trouver des points de repère sur des durées relativement longues. Alors, il y a une chose, la diminution est réelle. Elle est extrêmement réelle. Je n'ai jamais contesté ça. Ce que je conteste parfois, c'est les interprétations et la procédure. Comment est-ce qu'on compare? Alors, il y a une manière de comparer qui n'est pas si bête, parce qu'elle est très facile à réaliser. Vous circulez en voiture et vous avez plus de bêtes écrasées sur le pare-brise par centaines. Et ça, c'est vraiment très net. Mais quand vous regardez de près, vous circulez sur une autoroute entre 2 champs de maïs. On ne favorise pas la population des insectes. Hein. Et ça, à mon avis, c'est peut-être la mesure la plus fiable, paradoxalement. Parce que tout le monde peut observer ce phénomène-là. Et tout le monde peut arriver à la même conclusion qui est réelle. Alors, par ailleurs, le nombre d'espèces, c'est encore plus compliqué parce que là, on a donné un exemple qui va vous faire réfléchir.
Il y a un type qui a publié à propos d'une bête qui était soi-disant mythique, ce qui veut dire qu'on en avait trouvé 2 exemplaires en 200 ans, mettons, en France. Il y avait une station qui était un parc public de Dijon. Et ces arbres étaient vieux, plein de trous. Et pour protéger les jolies têtes de blondes qui jouaient en dessous, on a coupé tous les arbres. Or, dans un de ces arbres, il y avait un nid de fourmis et la bête était connue comme comment ça, le fourmi, c'est un myrmécophile. Je vous ai montré tout à l'heure. Et le gars a froidement écrit « La bête a disparu de la faune de France ». En moins de 10 ans, avec mes petits camarades, on en a vu des centaines et des centaines d'exemplaires. Il y en avait probablement 7 à 800, 1000, je ne sais pas, rien dans l'espèce de chandelle de peuplier qui était dans la zone là où il y a maintenant le planétarium, parce qu'il y avait une grosse fourmilière, de la bonne fourmi là. Le jour où les types ont débité ça à la tronçonneuse, ce qui servait absolument à rien du tout, mais ça faisait propre, avec la mère du musée, ben on a dépioté ce qui restait là, et on a vu des centaines de cette bête. Elle n'avait pas disparu. Et en fait, on a je ne sais pas combien de stations en Alsace, y compris des arbres, des pommiers complètement moches, ceux qu'on marque une croix le long des départementales. Il faut passer juste après, ils sont creux, on coupe, à l'intérieur il y a toujours la même fourmi, et on farfouille. Si l'arbre est en place, on prend le train de la rideau, on remonte dans le trou comme ça, ce sont des conséquences de coups de foudre, et on s'aperçoit que la bête tombe en pluie. Comme quoi, c'est fou le nombre de bêtises qui peuvent être dites. Donc il faut se méfier, il faut vraiment éplucher les infos dans ce domaine-là. Mais la diminution est réelle, je ne conteste pas du tout ça. Les interprétations, c'est autre chose, les points de repère, c'est encore autre chose. Et c'est là-dessus que les gens se bagarrent, sur les points de repère ou sur les mesures. Pas sur la diminution globale, parce que là, on la voit. Le coup du pare-brise, ça ne pardonne pas. En matière d'échantillonnage, comment ça se passe? Il y a une époque où il y avait pas mal de gens qui avaient des compétences et qui écumaient le terrain. Et il semblerait que pour toutes sortes de raisons, on n'apprenne plus trop ces choses-là dans les universités. Ah ben là, ça, Désolé pour... J'enfonce une porte ouverte. La dispersion d'enseignement des sciences naturelles dans les universités, bon, c'est une réalité. C'est dommage parce que, comme disait un distingué collègue, il y a plus tard le prix Nobel, moi, le petit bête, oui, si ça vole, c'est une mouche, si ça court par terre, c'est un cafard. On s'arrêtera là. Bon, ça prouve tout de même qu'il y a eu un moment où on ne lui a pas appris grand-chose. Alors, il y avait ça fait au moins 20, peut-être plus, peut-être 30 ans, je commence à avoir un petit peu de bouteille. Il y avait une espèce de congrès qui se passait dans les ors du Sénat à Paris sur l'enseignement des sciences naturelles. Et il y avait des cours comme ça. À telle date, on avait tant et tant d'heures par an, telle date, etc. Et puis, il y a certains créneaux, on arrivait à 0. Alors, il y avait un truc qui était pas mal, c'était les Belges. À la même époque, les Belges, Rasmus, qui est un spécialiste des immunotères, a dit, mais il y a tout de même moyen d'essayer de contrer ça un petit peu. Un truc tout bête, vous lâchez les étudiants dans la nature, tous les filières bio, tout ça comme vous voulez, vous leur dites à chacun, vous nous ramenez 50 bêtes différentes dans le mois, et ensuite vous collez un nom dessus. Démerdez-vous. Donc apprenez à vous servir d'une faune, apprenez à vous servir d'une clé de détermination, et apprenez à ramasser des bêtes différentes, et essayez d'en avoir, je sais pas, 50 différentes, etc. Bon, maintenant, je ne sais pas si on pourrait lâcher beaucoup de gens. La première étape, ça marcherait peut-être pas trop mal. Alors après, je serais assez pessimiste. Et il y a effectivement une décroissance absolument continue. Alors, on a toujours des tas de forums où les gens balancent des photos, bonnes, mauvaises. Alors, dans certains cas, c'est facile, effectivement. Il y a des bêtes qu'on peut déterminer sur photo. Ça représente à peu près un quart des bêtes, si on veut être tranquille. Je donne un exemple épouvantable, parce qu'il y en a qui ont été vexés. Tout simplement, il y a en Alsace ceux qui connaissent les gros staphylins, qu'on appelle des diables, qui sont noirs et qui sont connus parce que quand on les emmerde, au lieu de filer comme la plupart des bêtes, ils mordent. Eh bien, même un aviron qui a été mordu dans le service de spectro de masse, en plein dans le bâtiment de chimie, là, par un gros staphylin bleu. Et en Alsace, on a 3 espèces. Dans le Jura alsacien, on a 3 espèces. En plaine, on a une espèce qui est le gros noir que tout le monde connaît, on en trouve dans les jardins, etc. Et puis, dans les collines ou dans les Vosges, il y a une autre espèce. C'est dans celle-là, on l'a repérée avec 100 ou 150 ans de retard. Parce qu'elle s'appelle Pyrénéus, sous-espèce Pédémontanus.
Alors on va la chercher dans les Pyrénées ou au Piémont, mais jamais en Alsace. On a commencé à se méfier quand j'ai fait le catalogue de la famille et que j'ai repéré qu'on en avait trouvé un en Belgique. Puis ensuite, les Belges en avaient trouvé un en Lorraine. Oh, il y a un truc là. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ces bêtes sont des photocopies. Hein. Elles ont 3 cm. En général, les bêtes de 3 cm, n'importe qui met un nom dessus. Hein. On les dissèque, on s'aperçoit qu'il y a effectivement 3 espèces différentes, bien différentes. Oui, c'est curieux parce que si en Alsace ou en Lorraine, il y en a un certain nombre, puis en Belgique, sur la rive gauche du Rhin, en Allemagne, il y en a certainement. Alors j'ai alerté un collègue de Bonn, j'ai dit, vous devriez regarder, parce qu'à mon avis, on peut prendre de Paris, mais c'était un pari, hein, juste pour rigoler. Sur la rive gauche, on a une espèce, sur la rive droite, on a une autre, de celles qui sont pas trop faciles à distinguer. Le gars s'est pliqué au jeu, il a cherché dans toutes les collections de la région de Cologne, de la Roure, de ces coins-là, jusqu'à Mayence et tout. Et bien, on a l'espèce pyrénéenne sur la rive gauche et on a l'espèce alpine sur la rive droite. C'est des bêtes de 3 cm. C'est pour ça qu'il faut se méfier des trucs qu'on fait au premier coup d'œil comme ça. Hein. C'est pervers. Hein. Et en dessous d'une certaine taille, dans certaines familles, il faut disséquer systématiquement. Je dissèque actuellement des quantités d'horribles petites bêtes que vous m'avez confiées. C'est potentiellement intéressant, enfin j'espère. Mais il y a des familles, on ne peut pas déterminer sans disséquer. Là, si on a 100 exemplaires, il faut en disséquer 98 parce qu'il y en a peut-être une espèce qu'on arrive à reconnaître. Bon, j'exagère à peine. Donc c'est laborieux. Et la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, en particulier tous ceux qui font dans des inventaires. Alors on fait, il y a tant et tant de telle famille, tant et tant de telle famille, ça. À mon avis, ça ne s'arrive pas à grand-chose. Et c'est toujours les mêmes familles parce que c'est celles qui sont les plus faciles à déterminer. Donc ça devient extrêmement standardisé. C'est pas une question. On parle des universitaires, mais on a exactement le même problème dans les collèges et dans les lycées. Hein. Les enseignants des collèges et des lycées. Là, ils étaient arrivés à peu près à zéro. Ils étaient arrivés à. Ils sont plus naturalistes, mais ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'au niveau des corps, on les sélectionne sur la biologie C'est les moléculaire. programmes et le fait que si on veut faire sortir un gosse plus de 5 minutes dans la nature, il suffit qu'il soit piqué par un moustique, les parents vont porter plainte, il y a des problèmes d'assurance infernaux, etc. Je préfère pas insister. Tu as une question? Ouais, tu as parlé du hanneton, oui. Hanneton commun, tu as dit qu'il n'y en a presque plus, il n'y a plus que des hannetons du bois. Oui, oui. Mais il y a une grande différence entre les deux. Ah, mais quand tu les connais, oui. Au premier temps. C'est un exemple de bête qui fait 3 cm, et la plupart des gens, ils voient les hannetons. Ah, mais attends, c'est une blague, mais il y en a plein en Alsace, ça grouille, ça dégouline sur les lisières de forêt. Ah, mais où ça? Ah, ben la lisière en forêt de Haguenau. Ah, ben ça, c'est pas le bon. Le bon, il vivait en plaine, dans les endroits plus ou moins dans les champs, dans les vergers, dans les jardins, etc. Lui, il a, disons, par rapport à ce que moi j'ai connu gamin, j'ai connu des groseilliers où les tiges de groseilliers penchaient parce qu'il y avait 50 hannetons dessus, et puis un hanneton bien nourri, c'est lourd. Et celui-là a pratiquement disparu. Par contre, le hanneton, l'autre espèce, Hippocastanie, est actuellement encore extrêmement abondant, avec un record d'abondance en forêt de Haguenau, dans les Hernwald, enfin, toutes les forêts sur sable. Parce que c'est des bêtes dont les vers blancs adorent creuser dans le sable. Alors que l'autre, il creusait plutôt dans des sols beaucoup plus lourds. Tu vois. Et en fait, l'autre, il a été victime des modifications du monde agricole de façon générale, de l'urbanisation, de tout ce que tu peux imaginer. Et là aussi, c'est un exemple, le changement de paysage a probablement eu un effet majeur, en plus de pesticides, de choses comme ça. Mais le hanneton des bois, l'autre espèce, alors le pronotum est un peu plus brun-rouge et un peu moins brun-noir, il est un petit peu plus poilu, il est un tout petit peu plus petit, mais tu mets les deux l'un à côté de l'autre, et tu regardes l'arrière, les mâles, les femelles sont différents, etc. Et lui est très abondant encore.